Épisode 130, les autres habitudes bizarres des Français. Salut à toutes et à tous, et salut Ingrid. Salut Hugo, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, je suis contente de te retrouver pour ce deuxième épisode sur les habitudes bizarres des Français. C'est vrai que nous, on a fait le premier épisode un peu comme ça pour rigoler, on a passé un bon moment et les commentaires ont été très positifs. Vous avez été nombreux à nous dire que vous aimeriez une deuxième partie, donc on s'est dit pourquoi attendre ? On a encore pas mal d'habitudes notées qu'on a envie de partager. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la deuxième partie. Ouais, c'est vrai que la liste était longue et on n'avait pas eu le temps de toutes les évoquer. Là, je pense qu'on va pouvoir en développer certaines, notamment en ce qui concerne la nourriture, parce que vous savez que c'est notre obsession numéro 1 à nous, Français. Mais avant d'en parler, on a quelques annonces à faire. La première, c'est pas vraiment une annonce, c'est plutôt un anniversaire. On a fêté le 6e anniversaire du podcast il y a quelques jours. Le temps passe très vite, j'ai du mal à croire que ça fait déjà 6 ans que le podcast existe. C'est vrai qu'il y a eu une pandémie au milieu, donc le temps est passé assez vite. Dans tous les cas, on est très content de vous compter parmi nous. Je sais que certains et certaines d'entre vous nous écoutent depuis le début, d'autres nous ont rejoints plus récemment, mais dans tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, donc ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, je voulais aussi m'excuser parce qu'il n'y a pas eu d'épisode il y a 2 semaines. On a raté un épisode et c'est entièrement de ma faute. J'en suis le seul responsable, désolé. Je suis parti en vacances 2 semaines au Japon. C'était génial, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer un épisode avant de partir. C'était mon plan, mais j'ai pas réussi à le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Maintenant, on va passer aux annonces. La première, c'est qu'on va rouvrir, si ce n'est pas encore fait, les inscriptions pour notre cours intermédiaire, Build a Strong Core. Et à partir de maintenant, les inscriptions seront ouvertes tout le temps. Donc vous pourrez rejoindre le cours quand vous voudrez. Toutes les informations sont sur notre site internet. Build a Strong Core, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est un cours qui est fait pour les intermédiaires, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de consolider vos connaissances, vos compétences et de vous sentir plus confiant quand vous parlez français. Ensuite, concernant les autres annonces, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, je te laisse l'annoncer ou tu veux te lancer ? Bon, peut-être la bonne nouvelle déjà, c'est que on est en train de vous concocter, de vous préparer un nouveau cours qui sera un cours avancé. Vous savez que pour l'instant, on a Build a Strong Core et Raconte ton histoire. Et vous êtes beaucoup parmi les auditeurs du podcast à avoir fini Raconte ton histoire et à attendre la suite. Et bonne nouvelle, ça arrive bientôt. On est en train de préparer ça. Donc peut-être qu'on peut déjà annoncer un petit peu qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ça. On peut leur dire le titre, peut-être ? Alors le titre, ce sera « Les visages de Paris ». Voilà, suspense. Donc les visages ici, ça a plusieurs sens, vous le comprendrez en découvrant le cours, mais on a voulu vous présenter les différents visages de Paris pour sortir un peu des clichés, des stéréotypes qu'on a sur la capitale française et essayer de vous en donner une image un peu plus actuelle, un peu plus réaliste. Et pour ça, on est allé interviewer différents experts, par exemple au niveau de l'urbanisme, de l'architecture. Quoi d'autre, Ingrid ? Au niveau des différentes réalités sociales, des personnes, de la culture, de l'éducation. Et voilà, l'idée, comme tu disais, c'était de sortir des clichés, mais aussi de préparer un cours qui soit pour un niveau plus avancé, donc avec des vraies conversations et des conversations qui sont pas informelles. Les gens,
nous racontent un peu leur vie toujours, mais aussi nous fournissent des informations sur l'organisation de la ville, l'organisation des classes sociales, etc., etc. C'est vrai. En tout cas, pour nous, ça a été très intéressant à faire. Effectivement, il y a du vocabulaire plus avancé, un peu plus technique dans différents domaines. C'est vraiment un cours qui va s'adresser aux personnes qui ont un niveau C1. Et voilà, ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire, de pratiquer avec de vraies interviews, un peu comme celles qu'on peut trouver dans les examens du DALF, par exemple, l'examen de français avancé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour terminer ce cours, on a besoin de se concentrer dessus. Donc pendant les prochains mois, je dirais au minimum 3 mois, on va mettre le podcast en pause pour pouvoir vraiment se concentrer sur le cours. On a essayé de tout faire en parallèle, mais malheureusement, le cours n'avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Donc, on a pris la décision de mettre le podcast en pause. Par contre, on va continuer les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à rejoindre la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour continuer de voir nos prochaines vidéos. Voilà, donc bonne et une mauvaise nouvelle, mais on est toujours là. Vous pouvez nous retrouver avec le cours. Si vous n'êtes pas encore inscrit au cours qui existe déjà, n'hésitez pas à le faire avant qu'on termine le cours plus avancé. Et voilà, on se retrouve aussi sur YouTube et par email. Effectivement, on n'a pas encore de date pour le cours avancé, mais j'aimerais bien qu'on le sorte soit cet été, soit au plus tard à la rentrée en septembre. C'est notre objectif. Bon, maintenant qu'on vous a annoncé tout ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors commençons avec le plus important dans la vie, la nourriture. Sur la nourriture, on a noté plein d'habitudes qui peuvent étonner, mais on a surtout fait une sélection. Alors commençons par le repas le plus important et le premier de la journée, le petit déjeuner. Dans beaucoup de pays, le petit déjeuner, c'est quelque chose de salé avec des sandwichs ou des œufs, des choses comme ça. En France, c'est un petit déjeuner sucré. C'est quelque chose qui peut étonner. D'ailleurs, même certains Français, dont je fais partie, n'aiment pas trop cette habitude et copient plutôt les étrangers. Mais de manière générale, c'est quand même le petit déjeuner typique qui est sucré avec des croissants, de la confiture, des tartines ou alors des céréales avec du lait. Voilà. D'ailleurs, ma petite copine, la première fois qu'on a pris notre petit déjeuner ensemble, c'était chez moi et pour l'impressionner, je lui avais préparé un bol de choc-à-pic avec du lait, avec du lait au chocolat. Dis donc. Et elle s'en souvient encore, elle me raconte souvent cette anecdote. Les choc-à-pic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des céréales très sucrées au chocolat. Et moi, en plus de ça, j'ajoutais du lait et du chocolat au lait. Donc voilà, c'était vraiment une avalanche de chocolat et de sucre. Maintenant, bon, j'ai plus le même petit déjeuner. Mais tu manges sucré toujours ? Je mange sucré, mais beaucoup plus sain. Je me fais je sais pas comment on dit en français, mais un shaker où je mélange des légumes verts, donc en général soit des épinards, soit du chou frisé, avec une banane, une pomme, des protéines véganes, des noix, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une bombe calorique et énergétique. Et c'est comme ça que je commence ma journée. Toi, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner ? Ça dépend. Je varie beaucoup, mais souvent des petits sandwichs salés, comme avec du pain complet, j'essaye. Et je mets, suivant ce que j'ai, voilà, un petit peu de fromage frais, de la salade, des choses pas véganes que je préfère pas te dire. Mais ouais, c'est... Et pas sucré non plus. Ah non, pas sucré, mais quand j'habitais en France
avant de partir à l'étranger, déjà, je mangeais pas trop sucré, mais ça étonnait tout le monde autour de moi. Je me rappelle des conversations au bureau. Heureusement, ma coloc était comme moi, donc en fait, on était trop contente. On se disait ah ouais, c'est meilleur le salé. Et quand je suis arrivée au Pérou, j'étais trop contente. Le petit déjeuner au Pérou, c'est salé et c'est trop bon et c'est vraiment des petits sandwichs à plein de trucs, de l'avocat. Ouais. Donc ton mari ne s'est pas mis au petit déjeuner français? Bah, figure-toi qu'il mange plus sucré que moi. Il va plus à la boulangerie que moi et lui, il aime bien Enfin, il le fait pas toujours parce que en vrai, c'est pas quand on est habitué, c'est beaucoup plus nutritif de manger du salé. Mais au final, il est plus français que moi sur certaines choses. Et quand on pense au petit déjeuner classique, je me suis rendu compte que ça dépend vraiment des familles. Tu vas me dire si pour toi c'est la même chose, mais pour moi, le petit déjeuner français classique, c'est un bol de café, des tartines avec du beurre et de la confiture dessus, éventuellement un croissant ou une autre viennoiserie si c'est le week-end et qu'on a eu le temps d'aller à la boulangerie, Ouais, un verre de jus d'orange ouais. et voilà, c'est quelque chose comme ça, éventuellement un fruit. Ah, et un yaourt aussi. Souvent, on a un yaourt le matin. Ouais, bah tout pareil. Tu décris le petit déjeuner de la plupart des membres de ma famille. Ok, donc c'est Bon, sur un échantillon représentatif de 2 familles, on va dire que c'est le petit Voilà, déjeuner traditionnel français. c'est ça. Et d'ailleurs, t'as bien dit bol pour le café. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est vrai que nous, les Français, on ne boit pas, en tout cas au petit déjeuner, une tasse de café, c'est pas suffisant, donc on boit le café dans un bol, un récipient qui est plus grand qu'une tasse de café, plus grand qu'un mug. Et ça nous permet de boire plus de café, d'ajouter du lait éventuellement, et aussi, très important, de tremper ses tartines dans son bol le matin. Ah oui, une autre habitude qui surprend peut-être même plus que le petit déjeuner sucré ou le bol, c'est de tremper sa tartine dans son café ou dans son lait pour les enfants. Ouais. Mais Ou de tremper son croissant aussi. ouais, aussi, c'est vrai. On trempe beaucoup, quoi. C'est vrai. Et après, si on trempe trop, il y a des morceaux qui commencent à tomber dans Ouais, son c'est bol et chiant, ouais. ensuite il faut prendre sa petite cuillère pour aller à la pêche aux morceaux qui sont tombés dans le bol. Donc voilà, ça fait un petit jeu dès le matin, c'est Ouais, sympa. c'est vrai. C'est drôle, ça me rend un peu nostalgique parce que là, on décrit le petit déjeuner que j'avais quand j'étais petite ou les habitudes que je faisais, que maintenant je fais plus parce que je me suis un peu transformée en pas trop française, mais j'aime bien parler de ça. Ça me donne une bonne image. Mais c'est vrai qu'en général, en vieillissant, on a tendance à réduire le sucre au petit déjeuner. Oui. C'est surtout les enfants qui mangent sucré, qui mangent des céréales, des choses comme ça. Et après, les adultes, on met un petit peu moins de confiture sur ses tartines, on met moins de Dis sucre ça à dans mon son père, café. hein. Bon, ça dépend. Mais bon, en général, on essaye de faire un petit peu plus attention et de réduire quand même le sucre le matin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je voulais parler du Japon par rapport à ça, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez... Voilà, une expérience qui m'a marqué. Donc pendant ce séjour, on a passé une nuit dans un monastère bouddhiste, sur une montagne là-bas où il y a beaucoup de temples, pas vraiment un monastère, mais plutôt un temple. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, il y a beaucoup de touristes qui participent à ces activités, énormément de Français d'ailleurs, j'étais surpris, mais tous les panneaux étaient écrits en japonais, en anglais et en français. Ah ouais. Et j'ai vu beaucoup de groupes de Français qui faisaient la même chose, donc voilà, c'est pas très original. Mais ce qui était appréciable, en tout cas pour ma copine et moi, c'est que la cuisine qui est servie dans ces temples, c'est une cuisine végétarienne et en général 100% végane aussi. Donc le matin, on a assisté à la prière à 6h30. On va dans la pièce principale, il y a un moine qui fait une prière, etc. Et ensuite, quand on revient dans la chambre, on voit que le petit déjeuner a été installé par un autre moine et on a pu déguster un petit déjeuner traditionnel. Et alors, c'était assez particulier parce qu'évidemment, il y a du riz, comme à peu près tous les repas au Japon. C'est comme le pain chez nous. Là-bas, il y a en général toujours un bol de riz. Et surtout des légumes au vinaigre.
Alors ça, pour moi, le matin, les légumes au vinaigre, ou on dit aussi parfois mariner, mais c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant cette différence entre mariner et au vinaigre, parce qu'en anglais, on dit pickled, en polonais aussi. Ah, c'est un peu comme les cornichons, Ouais, c'est comme ça? les cornichons. Ah, Et il y a... j'arrivais pas à visualiser. Ah oui, mais avec d'autres légumes, donc ouais, c'est ça. marinés dans du vinaigre, donc un Exactement. peu c'est quoi, acide, amer, Ouais, un peu des c'est deux. assez acide. Ouais. Et c'est vrai qu'en Pologne aussi, on mange beaucoup de choses marinées dans du vinaigre. Par exemple, du chou-fleur, des concombres, etc. Et en France, à part les cornichons, qui sont donc des tout petits concombres marinés, Trop bon. on consomme pas beaucoup de légumes au vinaigre. En Corée, ils ont le kimchi aussi. Ils mangent beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai que chez nous, en France, c'est un peu plus rare. Et surtout, je connais personne qui mange des cornichons ou des légumes au vinaigre le matin au petit déjeuner. Ouais, c'est vrai. Mais pour les moines, là-bas, ça fait partie du repas. Donc voilà, je me suis forcé à en manger pour être poli et ne pas laisser la nourriture dans les bols. Mais c'était pas ta tasse de thé, C'était quoi. pas ma tasse de thé. Et d'ailleurs, aussi là-bas, dans ce temple, on boit exclusivement du thé vert qui était très bon. J'avais pas mon café le matin, mais voilà, j'ai quand même survécu. Ah oui, entre parenthèses, quand je dis c'est pas ta tasse de thé, c'est une expression, mais elle tombe à pic. Elle tombe à pic. Il y a la même en Mais anglais, en espagnol, je sais pas, mais... Not my cup of tea. Ouais. Ah ouais, ça... Ça existe aussi dans d'autres langues. Alors, sur la nourriture, on a encore plein de trucs. Je sens qu'on va encore déborder. On part du petit déjeuner, on avance dans la journée peut-être avec les autres repas. Allons-y. Ok, alors moi je voulais parler d'un truc. Je ne sais pas si tu le fais encore, mais je voulais parler du goûter. Le goûter, c'est un repas qu'on prend à peu près vers 4 heures de l'après-midi. Souvent, c'est pour les enfants quand ils rentrent de l'école. Ça, je pense que ça existe dans beaucoup de pays. Mais quelque chose que j'ai remarqué en France et que, en fait, je sais pas s'ils le font dans les autres pays, mais on m'a déjà dit que c'était un peu particulier, c'est que beaucoup d'adultes prennent encore le goûter. Et au bureau, notamment, les gens vont faire une petite pause pour prendre... En fait, c'est un snack, mais ils continuent à dire « Ah, je vais prendre mon goûter » et à le voir comme quelque chose de sacré. Tous les jours, c'est l'heure du goûter, je dois prendre mon goûter et voilà. Et en tout cas, c'est un mot à connaître, même quand on n'a pas des enfants, même autour d'adultes. C'est un repas en plus. C'est vrai. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le verbe goûter, qui veut dire essayer quelque chose, essayer de manger quelque chose pour découvrir le goût, et le goûter, qui est un repas comme le dîner, le déjeuner, etc. Moi, quand je travaillais à Paris, j'ai pas le souvenir vraiment que les gens faisaient un goûter. On allait prendre un café, le dernier café de la journée vers 16h, 17h, mais j'ai pas le souvenir qu'on mangeait. J'avais peut-être quelques collègues qui le faisaient, mais c'était pas forcément la majorité. T'avais peut-être pas une cafétéria qui vendait des goûters, non? Non. Ouais, parce que moi, en fait, partout où j'ai travaillé, il y avait une cafétéria qui était l'après-midi qui vendait des goûters, en fait. D'accord. Donc, c'est peut-être ça aussi qui influence. Et puis, c'est bien, ça permet d'avoir encore un peu de sucre, une nouvelle injection de sucre pour continuer et rester tard au bureau. Donc, c'est une bonne stratégie pour les entreprises. C'est ça, Elles devraient offrir le goûter, d'ailleurs. Ouais, tu devrais me faire livrer des goûters chez moi. Effectivement. On a le goûter et un autre, c'est pas vraiment un repas, mais une autre habitude, c'est l'apéritif, qui existe aussi en Italie, en Espagne. Les tapas, c'est un peu le même concept. Pas exactement. Je sais pas si non. Enfin, dans le sens où les tapas en Espagne, c'est tout le temps. Enfin, c'est pas une heure en particulier. Il n'y a pas l'heure des tapas ou quoi. Alors que
l'apéro, en fait, ça veut dire deux choses, parce que j'ai cherché en plus sur Wikipédia, et j'ai vu que la page sur l'apéritif en français, et donc qui est aussi dans d'autres langues, décrit l'apéritif seulement comme la boisson que tu prends avant de manger. Mais je trouve que c'est pas complet, que quand on dit apéro, c'est vraiment un moment particulier de la journée pendant lequel on mange, on boit, on se retrouve. Et ça parle pas seulement de ce qu'on va consommer, mais plutôt de à quel moment on le fait C'est et vrai, avec qui. c'est vrai. C'est effectivement ce moment où on boit, en général c'est plutôt de l'alcool quand même, on boit un Mhm. peu d'alcool et on mange quelque chose. Il y a des familles qui le font systématiquement, même quand il n'y a pas d'invités, mais sinon c'est plutôt quand il y a des invités. On ne passe pas directement à table, mais avant on s'assoit dans le salon en général et on sert un peu d'alcool et quelques gâteaux apéritifs, des chips, des cacahuètes, des petits fours, des choses comme ça. Du Et du saucisson. saucisson. Désolée. Donc c'est aussi pas très très vegan en général, Ouais. mais ça permet de se mettre dans l'ambiance, de s'échauffer, on peut dire, avant le repas, avant de passer aux choses sérieuses. Et c'est aussi un moment où la cuisinière ou le cuisinier, en tout cas la personne qui a préparé le repas, peut soit finir les derniers préparatifs, soit s'asseoir avec les invités pour parler un peu. Euh, et voilà, on a plus le temps de discuter parce qu'une fois qu'on est à table, bon, c'est vraiment les choses sérieuses. Et parfois aussi, on se retrouve seulement pour l'apéro. On peut dire, est-ce qu'on se voit pour le dîner ou est-ce qu'on se fait juste un apéro? Donc voilà, ça permet d'avoir un peu un moment entre deux et après de quand même rentrer dîner à la maison ou quoi. Donc, C'est vrai, parce ouais. qu'en général, en France, il faut réserver pour dîner au restaurant. Les restaurants sont souvent pleins, c'est assez difficile d'y aller, d'avoir une table si on n'a pas réservé avant. Donc l'apéro, ça permet d'être moins organisé et simplement de retrouver un ami quelque part pour boire un verre et manger des chips et des cacahuètes sans avoir de réservation ou voilà, sans avoir vraiment préparé notre soirée. Ça met moins la pression. C'est vrai. Mais on ne boit pas que de l'alcool en France, contrairement aux idées reçues. De temps en temps, on boit aussi de l'eau. Et oui, c'est vrai, on boit de l'eau et d'ailleurs, j'ai l'impression que la France a une relation très particulière à l'eau pour plein de raisons. Donc déjà, en France, dans tous les restaurants et les bars, on peut avoir une carafe d'eau, donc une bouteille d'eau du robinet gratuitement. On peut boire sans avoir à payer de bouteilles en plastique, voilà. Et sans avoir à la demander, en général. Sans avoir à la demander. Dans les restaurants, ils servent systématiquement et dans les bars, bon, il faut demander, mais à aucun moment ils vont dire que non. Donc ça, déjà, c'est une chose qui est un peu particulière Au et Japon, qui ils fait le font souvent. aussi. Et Ah, ça, c'est j'ai cool. beaucoup apprécié parce qu'en Pologne, non. Et à chaque fois qu'on demande une carafe d'eau ou de l'eau du robinet, les serveurs nous regardent un peu voilà, comme des parias ou des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de l'eau. Donc c'est toujours... bon, maintenant je le fais plus et simplement on achète une bouteille d'eau. Mais c'est assez rare en Pologne qu'on nous serve l'eau du robinet au restaurant. Ouais, c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Et moi, je sais que quand je suis à l'étranger et que je dois payer une bouteille d'eau, bah en fait, je prends de l'eau pétillante. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, bon, existe dans d'autres pays, mais en France, il y a une très grande consommation d'eau pétillante ou d'eau gazeuse, qui n'est pas vraiment la même chose, puisque il me semble que l'eau pétillante, c'est de l'eau qui est naturellement avec du gaz. Donc, ça va pas être une marque d'eau plate qui va juste rajouter des bulles. Non, c'est vraiment une source particulière. Et en France, on a des sources comme ça qui sont vraiment hyper consommées, comme Perrier, par exemple. Le Perrier, dans les bars, il y a énormément de personnes qui, vont pas demander un soda, mais plutôt demander un Perrier avec une tranche de citron, par exemple. Tu m'as appris quelque chose. Je connaissais pas la différence entre eau pétillante et eau gazeuse.
Bah, figure-toi que moi, je l'ai cherché parce que je parlais avec une personne étrangère et on a eu ce truc où en fait, on se comprenait pas parce que moi, je parlais d'eau pétillante comme je disais dans ton pays il y a pas d'eau pétillante. Bah si, il y a l'eau gazeuse. Je disais oui mais C'est pas la ça même c'est de l'eau chose. plate avec et du coup je me disais j'étais pas sûre de ce que je disais et j'ai fait la recherche et effectivement donc Quézac, Perrier par exemple, c'est des marques d'eau pétillante que tu pourras jamais acheter de l'eau plate Perrier parce que l'eau de Perrier, elle est D'accord. avec du gaz naturellement. Donc l'eau pétillante, c'est de l'eau qui a naturellement des bulles. Ouais. Et l'eau gazeuse, c'est de l'eau où on a ajouté du gaz pour Voilà. avoir des bulles. Voilà. Ok. Après, parfois, il y a des eaux qui sont naturellement pétillantes et ils rajoutent quand même pour vraiment que ce soit aux normes ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et dans les restaurants, on demande eau plate ou pétillante ou eau plate ou gazeuse? Je crois que c'est gazeuse, mais enfin peut-être que pétillante, c'est genre à l'intérieur de gazeuse. D'accord. Je pense que peu de personnes savent la différence. Ok. Moi-même, je l'ai apprise il y a pas longtemps parce que je me suis posé la question et que je me suis perdue sur Wikipédia pour. Mais voilà. Donc si vous voulez impressionner vos amis français, vous pouvez leur demander la différence entre eau pétillante et eau gazeuse et il y a de Ouais. grandes chances qu'ils ne la connaissent pas, comme ça vous pourrez Ouais. leur expliquer. Mais ils comprendront assez vite puisqu'on a cette culture d'en avoir beaucoup et d'avoir des très bonnes eaux pétillantes en France. Tu voulais parler des sirops aussi, il me semble? Ouais, ça c'est un truc. Alors, j'ai deux anecdotes par rapport à ça qui m'ont fait remarquer que les Français consomment beaucoup de sirop. Alors, le sirop, c'est une boisson très très sucrée, très concentrée qu'on met au fond du verre et on met par-dessus soit de l'eau plate, soit de l'eau gazeuse ou pétillante, soit même de la limonade De la bière. et même de la bière. Ouais. Pour faire Donc, un Monaco, par exemple. C'est ça. Le Monaco, c'est de la bière avec du sirop et de Et un la peu de limonade, limonade, il non me semble. Ouais. Ouais, c'est un peu sucré. Mais les sirops, en général, ont le goût de fruits. Donc, un sirop de fraise, un sirop de menthe, sirop d'abricot, de pêche, etc. Le plus courant, c'est grenadine. Ouais, le sirop de grenadine. J'en buvais énormément quand j'étais petit. C'est vrai que on buvait pas beaucoup de coca ou de choses comme ça. C'est arrivé un peu plus tard à l'adolescence, mais quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais un grand verre de sirop de menthe ou de grenadine avec de l'eau, effectivement. Mm-hmm. Mais bah ouais, c'est ça. Les enfants français vont beaucoup plus boire de l'eau avec du sirop, voire un diabolo. Les jours de fête, c'est de la limonade avec du sirop, mais moins de soda. Et effectivement, j'ai une amie française qui habite en Espagne. Elle se fait, quand il y a des Français qui viennent la voir, elle se fait livrer du sirop. D'accord. Ouais. Et pareil, j'ai un ami qui travaille en restauration en France, mais qui est étranger, et qui me disait que mais les Français, pourquoi ils commandent toujours du sirop? Je connaissais même pas ce que c'était avant d'arriver en France. Ouais. Donc, on a une marque de sirop compte, qui est très populaire, très appréciée, et en général, on considère que c'est des sirops de qualité, c'est les sirops Monin. Ah oui. Ouais. Quand on voit dans un bar ou dans un café qu'ils ont des sirops Monin, ça veut dire qu'ils servent des choses de qualité. On voulait parler aussi un peu de l'obsession des Français pour le fromage. Ça, on est sûr que vous en avez déjà entendu parler. C'est vrai que la France, c'est le pays des fromages, avec la Hollande aussi, les Pays-Bas. Et le fromage en France, ça fait partie du repas. C'est un plat à part entière. On a l'entrée, le plat de résistance, le fromage, le dessert et le café. Systématiquement le fromage entre le plat de résistance et le dessert. Et ça, je dois avouer qu'en tant que vegan, c'est vraiment la chose que j'ai eu le plus de mal à sacrifier parce que j'étais un grand amateur de fromage. Et les fromages vegan, c'est pas encore ça. On commence à en avoir quelques-uns qui sont pas mal, avec du lait de coco, par exemple. Mais voilà, j'ai pas retrouvé le même plaisir que j'avais à manger un bon camembert. Mais voilà, ça fait partie des sacrifices. Ouais, je comprends. C'est vrai que le fromage, il y a
presque un côté addictif quand C'est très on y est addictif. habitué. C'est très difficile de ne plus en manger. Et effectivement, les étrangers parfois sont surpris d'une part du fait que dans les supermarchés, par exemple, les rayons fromage sont immenses par rapport à d'autres pays et que à peu près tous les Français, quand tu leur demandes par exemple quel est ton fromage préféré, ils peuvent te donner 2, 3 noms différents. Ou quand on voit les fromages, on les goûte. Enfin, pour nous, c'est pas c'est du fromage, c'est du brie. Ah non, celui-là c'est du comté, c'est pas du Beaufort. Voilà, on a une expertise qui parfois surprend pour un aliment que dans certains pays ils considèrent comme quelque chose où c'est tous les mêmes, quoi. En Pologne, j'ai découvert un type de fromage. Le type de fromage le plus populaire, c'est ce qu'ils appellent le fromage jaune. C'est pas vrai. Donc, Ah ouais. donc voilà, du fromage jaune, c'est... Je dois dire que c'était plus facile de sacrifier le fromage en Pologne qu'en France parce Ah bah qu'il n'y a pas cette culture du fromage. On peut trouver dans les grandes villes forcément du fromage de chèvre, des camemberts, des choses comme ça. Mais les Polonais ne sont pas des grands amateurs de fromage. Bah, tant mieux pour toi alors. Voilà. Mais C'est quand plus je rentre en facile. France, la tentation est omniprésente. On va continuer sur les produits laitiers et parler peut-être des yaourts. Ouais. On s'est rendu compte aussi que les Français sont des grands consommateurs de yaourts. Ça fait partie du dessert classique. Très souvent, à la fin du repas, on prend un yaourt au chocolat, un yaourt aux fruits. Et en Pologne, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rare parce que, par exemple, dans les supermarchés, ils vendent des yaourts, mais à l'unité, et ça coûte assez cher. Alors qu'en France, dans les supermarchés, vous pouvez acheter un pack familial avec 30 yaourts à l'intérieur. Et une famille achète ça, et au bout d'une semaine, tous les yaourts ont été mangés parce que voilà, les parents mangent un yaourt, les enfants aussi. Donc on consomme énormément de yaourts. D'ailleurs, j'ai lu que ça posait énormément de problèmes au niveau des emballages pour l'environnement. Ah ouais. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des pots de yaourt n'étaient pas recyclables. Mais là, apparemment, les fabricants se sont concertés pour changer le type de plastique qu'ils utilisent et qu'on puisse enfin les recycler. Donc ça devrait changer dans les prochaines années. Oui, parce que précision, quand on parle de pack familial, etc., c'est parce que c'est des pots individuels, que un repas égale un pot. Alors que dans d'autres pays, c'est des bouteilles ou des pots énormes, voire je pense qu'il y a des pays où c'est déjà que des gros pots en verre, parce qu'il y a des pays bien plus évolués que la France sur l'écologie. Mais voilà, effectivement, c'est... Et quand on va dans les rayons yaourt en France, pareil. C'est comme pour le fromage. Les yaourts, il y en a même limite plus que le fromage, en prenant aussi en compte les autres desserts. Comme tu disais, chocolat et tout. Voilà, on peut trouver des crèmes brûlées industrielles, en pack individuel, de tout, des îles flottantes, des tas de desserts. Parce qu'en France, le dessert, c'est sacré. C'est vrai, on adore les desserts. Je me rends compte qu'on est vraiment des addicts du sucre dès l'enfance et ensuite ça continue toute la On vie. est parti du petit déjeuner au sirop. Donc c'est vraiment, il y a un problème de sucre en France quand même. Il y a un petit problème de sucre, c'est vrai. On avait une dernière habitude en ce qui concerne la nourriture, c'est quelque chose qu'on fait au repas, saucer l'assiette. Alors, le verbe saucer, qui vient du nom sauce, une sauce, pour ça, vous avez besoin d'un morceau de pain. Et en fait, ça consiste à prendre ce morceau de pain et absorber toute la sauce qu'il reste dans votre assiette et ensuite manger ce petit morceau de pain. C'est un vrai plaisir, c'est quelque chose qu'on adore faire. Et ça surprend parfois les étrangers, ils trouvent ça un peu barbare de nous voir mettre les mains comme ça dans notre assiette avec un morceau de pain. Mais en France, bon, si vous allez dans un restaurant Michelin, 2 ou 3 étoiles, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Tu crois ? Ouais, je crois que c'est quand même assez... Je me demandais justement si c'était pas un truc...
À vérifier. Que même dans, enfin voilà, qui fait partie. Mais peut-être, je suis jamais allée en France dans des restos très gastro. Je donc pense que sais c'est pas. quelque chose que vous pouvez faire avec vos amis ou même dans les restaurants normaux, ça ne choquera personne, mais il me semble que voilà, si vous allez dans un restaurant un peu sophistiqué, un peu prestigieux, c'est pas très bien vu de saucer l'assiette. D'accord. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on s'autorise volontiers. Oui, faites-le. Ne passez pas à côté de ce plaisir. On va s'arrêter là, je pense que c'est le bon moment sur ce dernier conseil. On avait prévu aussi de vous parler d'autres habitudes dans d'autres domaines, mais comme d'habitude, à chaque fois que nous les Français, on parle de nourriture, ça dure des heures. Peut-être qu'on fera une troisième partie si vous en avez envie. Dites-le nous dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on va faire une pause de quelques mois avec le podcast. On est un peu triste, vous allez nous manquer. Mais on reviendra à la fin de l'été ou à la rentrée avec plein d'énergie, plein d'idées pour de nouveaux épisodes. En attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur la chaîne YouTube et dans nos cours. Je vous rappelle que les inscriptions, à la fois pour Build a Strong Core et pour Raconte ton histoire, seront tout le temps ouvertes maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. On sera là avec Anya et Ingrid pour vous aider à continuer votre apprentissage en français. On revient dans quelques mois et en attendant, on vous dit au revoir, à bientôt. À bientôt.